Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les généraux algériens du premier cercle n'auront pas failli à la triste réputation de toutes les oligarchies militaires. Tous pareils, décidément. Ils ont confirmé plus d'une fois, contre deux périls qui menacent leur nation, ils tombent toujours du côté où ils penchent naturellement, en optant immanquablement pour le pire. Lorsque le Hirak a occupé la rue algérienne, ils auraient pu jouer un rôle qui les aurait immortalisés à jamais dans l'histoire de leur pays, comme de véritables sauveurs de la République, pour une fois. Ils auraient pu profiter de ce tournant historique majeur pour s'amender, pour faire justice à ce peuple qu'ils ont si longtemps dévoyé, fourvoyé, manipulé, à qui ils ont si souvent menti, qu'ils ont dépouillé, qu'ils ont meurtri, qu'ils ont massacré. Ils n'ont pas été à la hauteur du défi. Ils n'ont vu que ces privilèges qu'ils perdaient si le pouvoir était restitué au peuple. Ils n'ont vu que la possibilité qu'ils pourraient être appelés à rendre compte sur leur turpitude passée. Et ils n'ont voulu ni perdre leurs privilèges, ni se risquer à être démasqués. Même quand ils en arrivèrent à ne plus être d'accord sur ce qu'il fallait entreprendre dès lors, ce ne fut pas pour ou contre le Hirak, mais juste à quel clan dominant liquiderait le clan qui tentait de reprendre le contrôle qu'il avait perdu. C'est ainsi que plusieurs généraux se retrouvèrent en prison ou forcés à l'exil en catastrophe. Non pas à cause des crimes qu'ils avaient commis, rappelons-le, ni même du pillage des richesses nationales auxquelles ils s'étaient livrés, rappelons-le aussi, mais juste parce qu'ils n'avaient pas pu prendre le dessus sur ceux qui avaient la main. Une guerre de clans mafieux opposés qui a fini à l'avantage de l'un au détriment de l'autre. Et le plus insolite, s'il n'était tragique, est que le clan vaincu d'hier est en train de reprendre la main aujourd'hui. La symbolique du retour en fanfare de Nzar et de Tawfiq est significative à cet égard. Aujourd'hui, avec le recul du temps, nous pouvons imaginer comment le Hirak aurait pu évoluer si les chefs de l'armée n'avaient pas contrecarré sa marche vers la libération, s'ils ne l'avaient manipulé, subverti, s'ils n'avaient pas tout fait pour le faire exploser, pour corrompre certains de ses activistes visibles, s'ils n'avaient pas investi dans des forces réactionnaires, corrompues et sans ancrage populaire véritable. La nuisance des chefs de l'armée en fait les seuls et vrais maîtres du jeu actuel. Un jeu qui aurait pu gravement dégénérer si ce n'était le passivisme inébranlable du Hirak. Ils auraient pu, ces chefs de l'armée, se retirer en beauté, en pesant de toute leur force. Et quelle force pour une solution de transition apaisée, légitime, consensuelle. Au lieu de cela, ils ont battu le rappel de tous leurs mercenaires, de toutes leurs forces réactionnaires, de tout leur redoutable potentiel de subversion. Et s'ils n'avaient pas donné la troupe contre le peuple, contre le mouvement de contestation, ce n'était certainement pas parce qu'ils ne voulaient pas tirer sur le peuple, mais parce qu'ils craignaient
que les soldats ne se retournent contre eux, si on les contraignait à tirer sur leurs frères et leurs sœurs qui occupaient la rue et qui se mobilisaient pour l'avènement d'un état de droit juste, un état de droit. Le rôle de certains partis politiques qui passaient pour des partis zama d'opposition ne peut pas être mis sous le tapis aujourd'hui. Certains parmi eux ont joué un rôle exécrable d'hypocrisie et d'opportunisme. Ils ont mis leurs deux fers au feu en même temps, un pied du côté du Hirak et un autre du côté de la junte. Et ils ont attendu d'où ça allait mousser, d'où venait le vent pour choisir leur camp. La suite, nous la connaissons tous, puisqu'il n'y a qu'à les observer, ces gens-là, pour comprendre qu'ils ne sont mus que par un opportunisme à courte vue. Tous ces gens, chefs de l'armée, politiciens marrons, affairistes aux dents longues, mercenaires à vendre aux plus offrants, partenaires étrangers qui font tirer les marrons du feu par leurs proconsuls respectifs, tous ces gens n'ont rien compris à ce formidable sursaut des Algériens. Passé leur première frayeur, ils ont fini par se convaincre que ce n'était là qu'un mouvement d'humeur, qu'il fallait juste le laisser se défouler et se préparer éventuellement à l'enfourcher s'il prenait de la vigueur. Ils n'ont pas compris ou pas voulu comprendre qu'il est possible de manipuler et de tromper tout un peuple, qu'il est possible d'en corrompre de larges catégories pour se les allier et en faire une sorte de garchiourme de leurs propres compatriotes, mais il n'est pas possible de le faire. Mais il n'est possible de le faire qu'un temps, tant que la rente permet la corruption de masse et l'achat de la paix sociale. Et ils n'ont pas entendu tous ces gens, les grondements d'impatience d'une jeunesse branchée sur l'altermondialisme, qui chevauche des souris électroniques pour communiquer avec le monde. Une jeunesse qui avait réussi à faire exploser le régime, à le pousser au cannibalisme politique. Une jeunesse qui rêve d'un pays libre et prospère, qui rêve de vivre dans son propre pays sans devoir s'exiler, sans devoir se jeter à la mer. Mais peine perdue. Le régime et ses satellites en tout genre continueront de barater de l'eau fraîche. Ils croient qu'en nous pendant une nouvelle loi électorale, ils pourront nous inciter à aller dans leur bureau de vote. Ils croient qu'en nous faisant peur par le terrorisme et l'ennemi extérieur, ils pourraient nous tromper sur les véritables raisons du surarmement et des folles dépenses consenties à une armée qui croule sous les équipements militaires. Ils croient nous faire croire que leur président fantoche est désormais inapte, peut néanmoins continuer à donner le change. C'est dire combien ils sont sourds et aveugles. Ils n'entendent pas la fureur du fleuve puissant qui dévale déjà, ni ne voient que nous sommes déjà demain, qu'ils ne font plus partie de ce monde, qu'ils sont morts et enterrés et qu'il ne subsistera de leur ignominie que son mauvais souvenir. ويرسم معالم الجزائر الجديدة تبعا لإرادتهم وطموحاتهم كما فعل عندما مظفر الحادث.
الشعب هو الشعب، والشعب راهو يقول لكم طالبين الحريه. اسمع تيقوا يسبونا الشرديمه والعناصر والمغرر بهم والايادي الخارجيه هذه كيتسب شعب كامل، ولا هادو ما عجبوكش جينا من لاكوري هنايا. Automobile et élections, les ventes concomitantes du régime. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau. Merci. Et en face de vous, votre habituel alter ego, Idir Noren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Et je salue monsieur. Que je salue. Que je salue Voilà, aussi. Et bienvenue à notre jeune qui monte, monsieur on Hamid. attendra Et vous l'annonce. avez, ouais, Voilà, Hamidi, j'allais dire le troisième larron, mais je ne peux pas le dire. Et on lui dit bienvenue et bonsoir. Ah, bien, il va vous apporter son expertise. Vous savez, les gens, moi je le dis souvent, les gens de notre âge, ils connaissent le passé, Ouais. mais au moins ils connaissent l'avenir. Non seulement le présent, mais l'avenir. C'est-à-dire, on a beaucoup à apprendre. Non seulement ils le connaissent, mais c'est l'avenir. Wahab Hamidi, donc merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en finance et militant politique. Merci d'avoir. Bonsoir Jamel, bonsoir Eili, bonsoir. Et merci pour l'invitation. Merci. Et Karim Kabir, journaliste, qui va être avec nous tout de suite, dans 5 minutes, le temps de nous expliquer un peu ce qui se passe. Alors, mes chers amis, d'abord quelques petites. Vous savez que Ali Yahya Abdel Nour, le fameux Ali Yahya Abdel Nour, vient de fêter ses 100 ans hier. Hein, c'est extraordinaire. On va voir une image de lui, Ali Yahya Abdel Nour, que nous saluons, à qui nous rendons un vibrant hommage. Voilà, Ali Yahya Abdel Nour, l'infatigable militant pour les droits de l'homme, l'infatigable politicien, l'infatigable juste. Est-ce que je peux raconter une histoire Oui. le concernant Allons-y. et me concernant? Allons-y. On a fait le premier voyage qu'on avait fait en Allemagne. On avait le même hôtel, évidemment, et on était l'un en face de l'autre. Nos chambres étaient l'une en face de l'autre. Vers 5 heures du matin, on frappe à ma porte. Vraiment, je croyais que c'était la police. Ouais. Je croyais que c'était la police allemande qui Tu étais en débarquait. Allemagne, tu n'avais pas de risque. Boum, 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 boum. Bon, je me suis réveillé en sursaut, etc. Je dis, attendez, je m'habille. C'est Abdel Nour. Il me dit, le Fajr. Ah, Le Fajr. ah bon. Moi, je pensais Pour qu'il la faisait- prière. Pour la prière. Ah, d'accord. Alors, il me dit, on l'a fait chez toi? Non, je lui ai dit, c'est Abdel Nour, on l'a fait chez toi. Chez toi. Il m'a dit, bon, tu passes devant, tu même. Je lui ai dit, pas question. Ah, comme quoi. Et Voilà, moi, dernière fois, voilà l'homme qui était ouais, aussi, et qui est c'est Abdel Un Nour. grand monsieur. Et j'ai d'autres histoires. Bon, la dernière fois avec que je l'ai vu, c'était il y a une demi-douzaine d'années chez lui, à Fiermdal. On était venu avec un certain nombre de copains pour parler d'un projet qu'on avait ensemble, etc. Il nous avait opposé à notre projet. J'ai eu avec beaucoup de délicatesse, je lui ai dit, Abdel Nour, mais nous, on a un agenda. Il m'a dit, donc, tu es venu chercher la caution. J'ai dit oui. Pour terminer, je dirais, c'est l'homme du siècle. Voilà, c'est l'homme du siècle. Alors maintenant, nous allons voir une image qui m'a un peu interpellé. C'est une image très curieuse. C'est celle du ministre de la Pêche. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on me dit ministre de la Pêche, c'est des réserves halieutiques. C'est très précieux. Hein, on aurait pu dire ministre de la Pêche. Déjà, la pêche, sinon, ça ne se passe pas bien. Ouais, en plus des réserves halieutiques. Des ressources. Des ressources. Nous allons voir, regardez bien cette image de monsieur le ministre de la Pêche. Voilà, il se croit obligé de porter une veste Shanghai et une casquette marin breton, avec une sardine en arrière-plan. Et il a dit aux Algériens, parce que vous savez, la sardine a augmenté à un prix incroyable, elle se vend jusqu'à 1000 dinars le kilo.
Il a dit, écoutez, les protéines, on n'a pas que les sardines. Pourquoi vous voulez absolument manger des sardines? Les protéines, il y en a partout. Comme la viande blanche est chère, la viande rouge est chère. Les sardines, je me demande de quelles protéines il parle. Oui, exactement. Hein, Des céréales. oui, d'origine animale, je me demande. Des céréales. Des rats. peut-être. Oui. Mais bon. Alors, le soja. Peut-être. Oui. Alors, vous allez voir aussi la chaîne pour le lait. En Algérie, maintenant, il faut se lever très tôt pour essayer d'arracher son petit sachet de lait. Je rappelle qu'en Algérie, ce ne sont pas des bouteilles pour la plupart du temps. Le lait qui est disponible, c'est en sachet. Vous allez regarder la chaîne dès le matin ou la bagarre pour avoir son petit sachet. Regardez. Voilà. C'est dramatique. Partout, dans toutes les villes d'Algérie. Toutes les villes d'Algérie. C'est comme ça. Et beaucoup de gens se lèvent à 4 heures, 5 heures. Regardez, par exemple, là, s'il fait encore nuit, peut-être 4 ou 5 heures du matin. Là, regardez, c'est la nuit quasiment. Cette photo est d'El-Oued, Souf, regardez. Et c'est partout comme ça. Voilà. Alors, Karim Kébir est avec nous. Karim, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamal, bonsoir à tous les spectateurs de Aoures. Merci. Karim, alors, d'abord sur les élections, nous allons vous garder quelques instants avec nous pour que vous nous explicitiez un peu ce qui se passe avec votre regard de journaliste, ensuite que nous soumettrons donc au débat de nos invités. D'abord, sur les élections, sur ce projet de la loi électorale. On a l'impression que ce régime cherche à nous filouter parce que les Algériens, ce qu'ils rejettent, ce n'est pas le modèle des élections, ça peut venir après. Ce sont les élections eux-mêmes dans le système actuel. Les Algériens sont en train de dire non, nous on ne vote pas avec vous parce qu'on sait ce que vous faites de ces élections. Or, il y a beaucoup de changements et on dirait qu'ils sont en train un peu de draguer les Algériens dans le sens du poil puisqu'il semble qu'il y ait des mesures nouvelles dans ce projet de loi électorale. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Karim Kébir. En fait, ce n'est pas un changement révolutionnaire. Mais quand vous dites d'abord, ce qu'il faut relever, c'est que c'est d'abord un projet de loi qui s'inscrit dans la continuité donc de la feuille de route du régime, parce que ils ont décidé donc d'aller jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire de rester donc dans l'élaboration des lois après l'élection présidentielle et la Constitution. Donc ils sont dans la poursuite, si vous voulez, de leur feuille de route. Seulement, donc sur le principe, ils restent fidèles à leur ligne, mais en même temps, dans la loi, il n'y a pas fondamentalement des changements tels que souhaités en tout cas par les partis politiques. Ils ne sont même pas associés. C'est-à-dire comme... allô? La suppression des têtes de liste. C'est fini, cette histoire de tête de liste qui à elle seule faisait toute l'élection, en fait. Et c'est aussi cette nouvelle parité homme-femme, égalité des candidats hommes et femmes. C'est quand même notable comme changement. Mais Jamal, en tout cas, pour le moment, c'est pas évident de tirer des conclusions sur la pertinence, en tout cas, des changements soi-disant introduits. Parce que, par exemple, justement, sur cette égalité, en fait, il y a quelque chose qui est très sournois. C'est-à-dire, soi-disant, on essaie de donner des fleurs à la gente féminine, mais de l'autre côté, on laisse, c'est-à-dire le fait de laisser la liste ouverte, donc, et le vote, c'est-à-dire la proportionnelle, connaissant un peu le conservatisme, encore quoi qu'on en dise, encore ambiant dans le pays, donc forcément, elles vont se retrouver, la plupart des femmes vont se retrouver exclues parce que les gens ne vont pas voter pour elles, bon, excepté peut-être dans quelques centres urbains, mais sinon elles seraient exclues. Donc
on n'est plus dans le cas de figure où on imposait un quota de femmes qui doivent être représentées dans les instances élues. Là, soi-disant, on dit qu'il y a la parité, mais dans les faits, dans la réalité... Dans les faits, il ne sera pas difficile de l'obtenir dans certaines régions, cela ne fait aucun doute. Absolument. Et autre chose, Karim, nous, on n'a pas pu lire ce projet de loi puisqu'il n'a été distribué qu'aux partis politiques. On se demande d'ailleurs pourquoi. Pourquoi distribuer aux partis politiques? Les partis politiques ne sont pas des institutions. Est-ce que vous avez eu l'occasion vous-même de parcourir ce projet? Je suis comme vous, Jamal. D'abord, la mouture, je l'ai eue en arabe, donc je n'ai pas eu suffisamment de temps de la décortiquer. Parce que j'ai appris quelque chose qui me semble assez hallucinant, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Il semble qu'il y ait une disposition qui exige des candidats qu'ils aient un niveau d'études supérieures. Est-ce vrai? Oui, mais il y a aussi pour les jeunes, c'est-à-dire ils imposent aussi qu'il y ait le tiers des candidatures qu'ils soient âgés moins de 35 ans. C'est-à-dire c'est un peu... bon, là, ce n'est que justice, très franchement. Mais ce niveau d'études supérieures, si tel est le cas, ça veut dire que les gens qui n'ont pas fait d'études supérieures ne pourront plus prétendre représenter leur peuple? En fait, encore une fois, on est dans on essaie de, à mon avis, le pouvoir fait dans le populisme, parce que ce genre d'imposer des jeunes, En fait, il n'y a pas de vie politique, parce que les instances élues ont besoin d'abord de véritables militants politiques, des gens qui s'occupent des problèmes, qui s'intéressent à la chose politique. Ce n'est pas forcément de décréter qu'il faut des jeunes soit dans les listes ou bien des femmes que forcément vous allez obtenir des instances d'une meilleure qualité. Donc on retombe toujours dans le même problème, alors que nous avons besoin, au-delà en plus de la légitimité des instances, mais nous avons besoin des véritables militants qui croient des projets, qui veulent porter un programme, des changements. Mais le fait d'imposer un tiers de jeunes, alors que forcément peut-être qu'ils n'ont même pas fait de politique, ça ne fait pas de lui, en ayant un diplôme, ça ne fait pas de lui un bon député ou un bon gestionnaire. Absolument. Forcément. Alors, pour ce qui est de cette histoire d'automobile, de concessionnaire automobile, M. Vratali nous avait informé que son ministère, un comité, je ne sais plus comment il s'appelle, allait être un comité technique chargé de l'examen et du suivi des dossiers. Ça veut dire que M. Vratali, son ministère, reçoit des demandes qu'il soumet à ce comité, qui examine à la lumière du cahier de charge et qui retient ou qui rejette. Et puis on nous a dit des choses que personne n'a compris. D'abord, c'est toute cette opacité, on ne sait rien comment ça s'est passé, de quelle manière. Et après, on nous dit 4 ont été retenus, 2 ont été rejetés et appelés à faire valoir le droit au recours, mais que 4 autres, alors c'est une formule qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, en outre, le comité a notifié des levées de réserve pour 4 autres concessionnaires. Ça veut dire quoi? Que les réserves ont été levées pour leur permettre d'être avec les 4 qui ont été retenus, ou les réserves qui ont été levées pour leur permettre de présenter leur candidature? On ne comprend pas. Vous avez compris quelque chose, vous, Karim? En fait, ils donnent des agréments au fur et à mesure. Parce que, jusque-là, soi-disant, ils en ont annoncé qu'ils ont étudié 40 dossiers. Donc, 40? il y a une commission qui... Oui, 40. Une quarantaine. Certains parlent de 140. En fait, ceux qui ont postulé. D'accord. Depuis le mois d'août, ils sont, je pense plus, mais il y a environ 180 ou 184. D'accord. Mais jusque-là, ils ont
ils ont donc décortiqué, si vous voulez, le dossier d'une quarantaine. Et au fur et à mesure, ils donnent des agréments. Donc, il y a une commission qui est chargée du suivi, tout ça, qui donne donc. Et là, ils annoncent qu'ils ont donné à 4. Oui. 4, donc ils ont levé les réserves. Donc ils vont, soi-disant, ils vont venir, donc ils vont être agréés aussi. Et ah, puis, ça veut dire, vous pensez que les 4 qui ont bénéficié d'une levée des réserves vont être rajoutés aux 4 qui ont été retenus, c'est-à-dire qu'ils seront 8. Exact. D'accord. Voilà. Alors, Karim, une question très importante. Pardon, vous vouliez dire quelque chose? Non, je veux dire que d'autres vont suivre, ça veut dire qu'il oui. Au fur et à mesure, mais après, encore une fois, là où il y a un peu tromperie sur la marchandise, c'est d'abord comment c'est-à-dire le classement, comment viennent le choix à porter, c'est-à-dire sur je veux dire la et pourquoi Farhat Aitali, le ministre de l'Industrie, a-t-il déclaré qu'il ne peut pas révéler l'identité des concessionnaires qui ont été retenus, ce qui a fait dire aux Algériens que tout peut arriver en Algérie, c'est incroyable. Des concessionnaires anonymes, et pire que ça, nous avons cherché partout. La loi n'interdit pas de rendre publique l'identité des concessionnaires qui ont été retenus. Pas seulement, mais les Algériens sont appelés à acheter des véhicules auprès de ces personnes auxquelles on a donné des agréments pour importer des véhicules. Donc on finira par le savoir. Mais pourquoi veulent-ils, pourquoi les gardent-ils secrets? Quelle est cette motivation, cette sombre motivation qui fait cacher honteusement le nom des concessionnaires? À mon avis, bon, je le dis, moi aussi, Jamel, je le dis sous réserve. Oui. Donc ça reste des spéculations, mais sans pour autant vous garantir que c'est des informations bien fiables. Sûr, bien sûr. Mais je crois savoir que parmi les bénéficiaires, il y a des proches de certains déjà qui ont des problèmes de déboire judiciaire, donc ils ont peur à ce que l'opinion soit choquée d'apprendre que d'un côté on a mis en prison des concessionnaires et de l'autre leurs proches bénéficient encore d'agréments pour investir dans le même créneau. Donc je ne sais pas exactement, mais en tout cas c'est l'hypothèse qui est en train de circuler, je confirme. En tout cas, merci Karim Kebir de nous avoir éclairés et au plaisir de vous retrouver. Alors, mes chers amis, est-ce que vous préférez que nous commencions par cette histoire d'automobile ou d'élection? Allez, on enchaîne avec l'automobile. Donc, d'abord, monsieur Karim Kebir qui nous dit, selon lui, selon des rumeurs qui sont en train de circuler en ce moment, qui n'ont pas rendu public le nom des concessionnaires parce que leurs parents ou leurs associés sont en prison pour des affaires de prédation, de détournement, de trafic, etc. Bon, il y a ça. L'autre, regardez, le journal L'Expression, j'aimerais que nous le montre en plein pot. Le journal L'Expression, voilà. Un ministre, alors, il se déjuge par 2 fois de suite sur la liste des concessionnaires automobiles, un ministre bonimenteur. Dans l'industrie automobile, la démarche de Farhat Aitali a conduit à la destruction de milliers d'emplois sans en créer aucun. Et c'est L'Expression qui le dit. Moi, de mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu L'Expression critiquer une seule fois un commis de l'État, un ministre. C'est tout à fait le contraire venant de... Donc, j'ai posé la question à quelqu'un qui connaît le journal. Il m'a dit que c'est une question de gros intérêt. Oui. Ouais. Donc, peut-être, je vais rebondir par rapport à cette manchette de L'Expression. Oui. Donc, il parle d'industrie automobile. Oui. Je ne pense pas que l'Algérie, on connaît d'industrie automobile. Enfin, tout ce qui a été fait avant le gel des dossiers, enfin, des projets de montage, enfin, c'est pas vraiment de l'industrie, c'était... Du montage. C'est de l'importation déguisée. De l'importation déguisée. Donc, c'est ce qui... et parler de milliers d'emplois.
des usines de gonflage de pneus. Oui, voilà, c'est pour par rapport au scandale de Tahkout qui a importé des voitures complètement montées avec il manquait que les roues. Donc voilà, donc c'est là où est venue cette mais parler de milieu d'emploi dans l'industrie, c'est vraiment, je ne vois pas du tout le... Et c'est ce qu'ils disent, hein, la destruction de milliers d'emplois sans en créer aucun. Pas du tout. Donc, il n'y avait pas d'industrie automobile en Algérie, ça c'est une réalité. Donc il n'y a jamais eu... ça existait avant, mais dans les 20 ans en arrière, il n'y a pas vraiment d'industrie, c'est de l'importation de véhicules. Et pourquoi toute cette question... D'ailleurs, Farhat Aitali, qu'on connaît déjà depuis sa nomination, on parle que... Lui, normalement, c'est un ministre de l'Industrie au sens large, mais on parle que de dossiers automobiles. Oui. Mais pourquoi toute cette importance et toute cette opacité autour de ce cahier de charges, des allers-retours, des annonces, des contre-annonces? Parce que réellement, il y a un gros morceau par rapport à la rente pétrolière qui représente entre 3 et 4 milliards de dollars d'importation. Par an. Par an. Donc, et c'est 3 là, à 4 milliards. Oui, ça c'est les chiffres officiels du CNIS, donc des douanes algériennes. Donc depuis 2005, depuis l'ouverture du marché automobile, on voit que le chiffre des importations augmente d'une année à une autre. Donc c'est ce qui fait que c'est un gros morceau pour les gens qui captent la rente, pour ne pas dire des investisseurs, hein, parce que c'est quand on a un agrément, donc on a une exclusivité pour un concessionnaire. Après, on a une ouverture sur un marché demandeur. Donc c'est juste une richesse qui est redistribuée à travers la rente pétrolière, mais captée par une partie des personnes. Qui est distribuée de façon très discriminatoire. Exactement. Ça veut dire, en fait, s'il y a beaucoup d'argent à ramasser, vous n'êtes pas un véritable investisseur. On vous donne un créneau où vous ramassez des milliards de dollars. C'est des milliards de sur dollars. le dos des Algériens, sur le dos de l'économie algérienne. Et après, on vous fait passer pour un grand investisseur, un grand industriel, etc. etc. Donc, d'ailleurs, les grands scandales de 2018-2019 et une partie des ex-patrons des concessionnaires, ils sont tous en prison. Hein. On peut en donner des noms. Mazozi, Ulmi de Sovac, Bayri. Arbrab qui lui est aussi passé par la case prison. Donc il y a l'enjeu. Tarkout, oui. Ouais. Donc l'enjeu principal, c'est vraiment d'avoir un ticket d'entrée pour cette importation de voitures, au moins dans les premiers temps, hein, parce que dans le cahier de charge, il y a une obligation d'intégration de 30% dès les 3 premières années. Mais voilà, l'enjeu... C'est pour les constructeurs, ça. Pour le constructeur, mais pour les concessionnaires. C'est-à-dire pour faire le distinguo. Exactement. Voilà. Oui. Donc c'est bien d'avoir fait la remarque. Donc voilà, pour dire que c'est pour ça qu'il y a une opacité, même donner les noms, parce que il y a des rapports de force à l'intérieur On va parler de tout ça, mais exactement. Si je vous demandais pour nos téléspectateurs, pour nous tous, pour avoir une idée globale de la valeur qui brassait, depuis qu'ils ont ouvert le marché de l'importation de véhicules, combien de véhicules on a importé à peu près? Juste de 2010, hein, parce que j'ai fait le calcul 2010. Depuis 2010. Juste 2010. Mais avant, on a commencé bien avant. Oui, juste pour dire déjà. Alors, juste pour 2010, ça veut dire on va mettre de côté. Voilà, on va mettre avant 2010. Que depuis 2010. Jusqu'à 2018, 25 milliards de dollars ont été dépensés dans l'importation de véhicules. Pour dire l'importance du marché. Entre 2010 et 2018, oui, 25 milliards. Oui. Ils sont allés dans les poches d'une poignée de gens exactement. Proches du régime. Voilà. Combien de véhicules, à peu près? Donc, le marché algérien représente en importation, en unités, entre 400 et 600 000 unités par an. Par an. Donc, c'est immense. Pour le immense, même, c'est un grand marché. Raison que les routes ne sont pas là pour accueillir tel. Ça, c'est une autre problématique. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est un grand marché. Juste pour dire, avant d'oublier, hein, en fait, pour les pouvoirs publics, cet enjeu, en fait, eux, normalement, ils pensent pour freiner les importations. Enfin, c'est pour ça qu'il y a le dossier d'industrie, pour réduire la sortie de devises. Mais il y a un autre enjeu dont on parle très peu, c'est l'explosion de la consommation de carburant interne. Absolument. Donc, depuis... Le carburant qui est importé. Une partie qui est raffiné à l'extérieur. Oui. Donc, si on regarde le marché algérien, depuis 2000, il y a eu 2000... Le parc automobile était à 2 millions de voitures. Donc là, on est passé à 6 millions. Et tous ces véhicules consomment du carburant. Oui. Donc l'Algérie
a doublé la consommation interne de carburant. Donc le pétrole qu'on produit, maintenant à moitié, il est consommé en interne. Ça veut dire D'ici 2030, on ne va plus pouvoir exporter. Voilà, dans 10 ans, on va tout consommer. Voilà, on va tout consommer. Là, c'est un autre enjeu pour l'industrie automobile. Sans compter qu'on n'a pas les infrastructures routières, oui, ça, et sans compter les dégâts écologiques. C'est tout ça. Les accidents de la route. Oui, évidemment, parce que c'est la première cause de mortalité en Algérie. Tout à fait. Oui. Pour rebondir un peu sur ce que disait M. Hamidi, c'est que il y a un captage de rente par rapport à... C'est de nouveaux oligarques qui sont mis sur le marché. Par rapport à l'opacité, il est à signaler qu'aujourd'hui, monsieur Cahier des charges, on va l'appeler comme ça pour rigoler, a reçu l'ambassadeur de France. Aujourd'hui. Ah oui. Il a reçu l'ambassadeur de France. Et tenez-vous bien, j'ai une petite remarque, parce que j'ai la dépêche là. Lors de cette rencontre, le ministre a présenté à l'ambassadeur. C'est comme si c'était son subordonné. Et ce n'est pas une dépêche qui arrive de Reuters, c'est une dépêche de l'APS. Donc a présenté, comme si c'était son subordonné, M. Benchenou. C'est incroyable. Ceci dit, cette réception de l'ambassadeur passe, sans les Ferrero, je vous rassure, elle passe normalement, c'est dans des usages. Mais est-ce que derrière, ce n'est pas Peugeot et Renault qui ont déjà été sélectionnés? Ça pose question. La question se pose. Deuxième Très question. vraisemblablement, Peugeot et Renault sont dedans. Oui, on est tous d'accord. La deuxième. Après, c'est des compléments d'information. En fait, les 4 milliards, c'est l'importation de véhicules. Mais il y a un autre marché aussi important, c'est entre 2 et 3 milliards. Les pièces de rechange. J'allais venir. Parce que pour comprendre un peu, moi j'ai travaillé un peu dans le monde d'automobile. En fait, il faut comprendre le marché automobile. Les constructeurs tout le savent, tout le service après-vente. Le plus important, c'est pas la vente du véhicule. Enfin, c'est pas le véhicule. C'est l'entretien, c'est la moins cher. Voilà, au prix coûtant, parce que c'est interdit de vendre à perte. Mais après, il se rattrape. Voilà. Donc, un véhicule, on garde généralement au moins 10 ans un véhicule. Et dans ces 10 ans, il y a l'entretien qui va avec. Et ça, c'est l'enjeu principal pour les constructeurs. Non, au-delà du volume de véhicules qui serait moins important à importer, le gros, c'est dans les pièces détachées, c'est dans le service après-vente. Moi, ce qui m'interpelle, c'est d'abord, il a mis un temps fou, le ministère a mis un temps fou à établir ce cahier des charges. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des contraintes techniques? Est-ce qu'il y a eu des pressions des lobbies? Est-ce qu'il y a eu... C'est toutes ces questions qui sont... C'est pas très net. C'est clair. Ou alors, une question avant que vous n'alliez... Une question. L'Algérie est en crise économique majeure. Et ce qui va arriver n'est même pas imaginable. Financière. Et ce qui va arriver n'est même pas imaginable. Ça va être terrible. Tout à fait. Et pendant ce temps, au lieu d'essayer de trouver des choses pour essayer de régler des problèmes immenses, comme les médicaments, la nourriture, l'état des routes, les écoles, ces gens-là continuent à s'entretuer pour à qui captera plus que l'autre le peu de devises étrangères qui restent. Je pense que c'est une nouvelle bourgeoisie comprador liée à ce nouveau système se met en place avec des dispositifs. C'est tout simple, M. Benchenou. Ils ne vont pas lâcher. Tout à l'heure, avec M. Hamidi en off, il y avait M. Brahim, quand il disait qu'on avait 22 milliards d'importations sur 2020 ou 2021 en hydrocarbures. Oui. Vous imaginez 22 milliards. 22 milliards, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour équilibrer notre budget? Déjà, il y a 13 milliards pour l'armée. Qui partent justement, parlent pour les services de sécurité, armée, gendarmerie, police. Ça, les 22 milliards, c'est la loi complémentaire. Tout à fait. Il faut distinguer les dépenses et les rentrants de devise. Moi, je me dis que toutes ces questions, j'aurais terminé sur le dossier. Est-ce que finalement, ce retard et cette opacité liée à la non-divulgation des 4 concessionnaires déjà retenus, c'est pas un secret d'État, je veux dire. Est-ce que finalement, c'est complètement acté ou comme à l'époque... Pourquoi il le cache? Pourquoi? Non, la question, c'est comme à l'époque de M. Bouchoualeb où ça a fait tanguer au niveau du sommet de l'État. Des services de sécurité complets. Mais là, ils doivent être à couteau tiré entre eux. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes... Le révèle. Il y avait des personnes, si vous permettez, je termine. S'il y avait des personnes qui n'étaient pas sur la liste. Ils ont fait un foin terrible. Moi, je sais un peu ce qui s'est passé. Pour revenir au procès, c'était Baïri qui a payé
c'était combien 3 millions de dollars pour rentrer dans le club des 10 à l'époque, parce qu'il n'était pas présent. Ça, c'est les... Il les a payés à qui? À Bouchouer, enfin, c'est ce qu'on disait à Bouchouer. C'est dans le dossier judiciaire. Hein. C'est incroyable. Pour les gens qui ont suivi, Bahiri n'était pas... Droit d'entrée dans le club. Oui, c'était ça. C'est incroyable. Droit, oui, il y avait ils ont arrêté la liste des 10 à la base. Donc après, Bahiri n'était pas présent. Enfin, Bahiri, c'est le représentant d'Iveco. Iveco Oui. Algérie, plusieurs marques, même des marques chinoises. Après, il a payé son ticket d'entrée pour entrer dans ce club de 10 pour le partage. Et s'il a payé 3 millions, ça faisait Vous que savez, ça monsieur gagne Benchimou, beaucoup. je vais terminer, Énormément. Brahim, je termine, promis. Un Je ami vous me disait j'apprends. tout à l'heure qu'il a exercé dans le domaine Amine, donc je salue. Il a dit on exige dans le cahier des charges 1000 mètres carrés de showroom pour le concessionnaire, alors que les normes internationales, c'est entre 200 et 400. Est-ce que c'est pas pour éliminer déjà Voilà, des beaucoup de concurrents personnes, ça, c'est un. indésirables. Ouais. Il m'a fait la petite leçon en me disant le fait de restreindre à 2 marques, c'est un geste anti-économique en plus, lié à la concurrence. C'est toutes ces questions-là qu'il faudra aborder. Moi, je dis qu'en une année, je crois que monsieur Aïtali a raté. Il aurait dû partir en vacances. Seulement. Voilà. Brahim aussi, une question avant que vous ne commenciez. On imagine que Peugeot et Renault sont dedans, parmi les 4, hein, ou les 8. C'est certain. Et Rabrab, d'après vous? Je pense que oui, Oui, aussi, également. hein. Mais mon problème personnellement, n'est pas là. Nous avons parlé des élites dernièrement et des élites de remplacement que tu appelles de renouvellement. Mais c'est des élites de remplacement. Et je pense que vous avez tous lu le grand livre de Lampedusa. Certains ont vu le film, mais tout n'est pas dans le film. Le Guépard. Et comment? On fait tout bouger, tout bouge. C'est la formule de Lampedusa pour que rien ne change. Oui. Mais au-delà de ça, Lampedusa, qui cite Pareto, dont on avait parlé, Pareto, oui. et Circulation des élites. appelle ces élites-là les chacals. Donc nous avons eu peut-être des tigres qui ont été remplacés par les chacals de Pareto. Juste quelque chose, la dernière fois, c'était les loups. Bravo. Oui. C'est pour détendre un petit peu. Parce que maintenant, c'est le temps des charognards. Oui, oui. Puisque Donc nous avons la les prédation chacals. est finie, il n'y a plus d'argent. Donc, Maintenant, ils vont ronger les os Voilà. et les chairs mortes Donc, qui restent. Si je peux introduire une idée philosophique, nous n'avons pas réussi, alors que nous pensions avec des gens comme Farhat Aïtali, que nous avons, moi je ne le connais pas personnellement, j'ai eu des polémiques avec lui, souvenez-vous. Je lui ai dit que moi je n'avais pas confiance dans les experts. Lui a dit que je n'avais pas confiance dans les politiques. Oui. Mais simplement aujourd'hui, il est à la fois expert, technocrate, mais aussi quelque part politique. Oui. J'ai l'impression qu'on a Janus. Il se contredit lui-même entre le discours qu'il avait quand il était supposé être dans l'opposition et aujourd'hui comme technocrate et comme ministre qui obéit à des ordres et qui obéit à des lobbies. Mais ce que je veux dire sur le plan philosophique, est-ce que la nature, finalement, ne l'emporte pas presque toujours sur la culture? Tout à fait. Ce que je voulais dire pour compléter Brahim, c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit. Quand il dit, nous, on a eu à le dire déjà souvent, et là tu le dis merveilleusement bien, c'est que il est supposé être technocrate. Si tous les technocrates faisaient de bons politiques, ça se serait su. Ça se serait su, on aurait tous eu des présidents qui sortent de Sciences Po, de l'ENA, pas de chez nous, de l'ENA et des grandes écoles. Or, pour moi, j'ai eu à le dire souvent, et je l'assume, le gouvernement de M. Tebboune n'est ni politique ni technocratique. Ce que je veux dire concernant, parce que nous avons eu, disons, des discussions avec M. Aïtali, ici chez vous. Oui. Il était à certains moments sur le plan éthique. Oui, c'est vrai. Il était sur le plan éthique. C'est vrai. Oui, tout à fait. Ce qui était très bien. Oui. Il avait un franc-parler. Un franc-parler, la critique, etc. Parce que... Et, bon, c'est très franc de métiers collier, comme on bon. dit. Oui. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il a
le corps entier dans le liquide. Oui, oui. Est-ce que la nature du système... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on se demande pourquoi Tout à de fait. tels gens acceptent-ils de se mettre sous les ordres de mafiocrates. Parce qu'ils connaissent parfaitement le système. Ils savent que ce ne sont pas des grands commis de l'État. Parce qu'on a parlé de la loi. Oui. Je crois que c'est dans les lettres persanes, Montesquieu se demande, à propos de la Perse, est-ce que ce pays a des lois? Oui. On lui a dit oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais est-ce que leurs lois sont appliquées? Oui. Tout est dans l'application de la loi et dans la compréhension. Et qui fait les lois? L'esprit et la lettre, comme dirait l'autre. Donc la loi que nous avons essayé de décrypter n'est pas appliquée. Nos lois ne sont pas appliquées. Elles sont appliquées selon. Voilà. Selon, donc on retrouve, selon la conjoncture et selon la personne. Entre guillemets, la justice a condamné à des peines très lourdes, alors qu'on retrouve leurs héritiers ou leurs familles ou leurs amis en train de demander... Toujours pas aux affaires, dans les affaires. Oui, dans les affaires. Ouais. Dans les affaires. Et on est conscient. C'est exactement les mêmes personnes. C'est-à-dire, on est dans l'opacité totale. Là, c'est vraiment l'opacité, c'est le brouillard, alors qu'on nous promettait la transparence. Juste pour abonder dans son sens, c'est que le primat du droit et des droits n'a jamais été une constante du régime algérien. Prenez tout simplement tous les contournements qu'ont pu exercer le commandement militaire depuis le HCE et on remonte. Même pour la prolongation du mandat de M. Ben Salah, pour toutes ces questions-là, eux n'ont pas ce problème éthique, ce problème moral de dire il faut que je reste dans le droit. C'est pour ça souvent j'ai des nuances avec vous, M. Benchlouf, quand je dis de manière formelle. Oui. Et vous me rentrez dans le chou en me disant non, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Cette histoire de véhicules d'occasion, avant que la manne ne tombe dans le giron du régime, les Algériens ne roulaient que sur des voitures d'occasion, je me rappelle. Et la diaspora qui vivait notamment en France, c'était un quasi fonds de commerce. Et tout le monde y gagnait. Maintenant, on interdit de ramener de l'occasion sous prétexte que l'Algérie ne veut pas être une vaste ferraille. Mais sinon, oui. Après, je vous donnerai la parole. C'est un lien direct avec ce que disait Idir sur One. Donc, en fait, parce que c'est concret. Hein. L'importation en 3 ans a été décidée en juin 2019. Oui. Qui est rentré même dans le cadre de la loi et tout. Après, il y a Farhat Aïtali qui a été mis comme ministre. Il a gelé la loi. Oui. Après là, il dit, il y a quelques semaines, il dit qu'on n'en parle plus. Donc voilà, c'est toutes ces questions de respect de la loi. D'abord. Donc oui. Ça, c'est un problème... Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour vous protéger les gros requins, ne pas les gêner avec de la voiture d'occasion qui risque de réduire leur profit? Parce qu'on sait bien que l'importation, on ouvre le marché de l'importation d'occasion. Oui. Donc le gros de l'importation va se faire à titre personnel. Oui. Donc vu qu'il y a la diaspora algérienne qui est importante, il y a des gens qui ont les moyens de faire des petites exportations, 4-5 véhicules par an. Oh. Et ça, c'est multiplié par des dizaines de milliers. Ça va gêner forcément ça va gêner. Donc, les gros importateurs. Ça va occasionner des méventes du neuf, ça paraît évident, sur un impact direct. Absolument. On connaît bien, on vit ici, l'état des véhicules, même... Moins de 3 ans, c'est quasiment neuf. Franchement, c'est du neuf. Oui. L'état de la route, la maintenance. Absolument. Le contrôle technique d'ici. Donc, acheter un véhicule... Moins de 3 ans, c'est comme acheter presque du neuf. Presque du neuf. D'ailleurs, le prix, c'est le prix du neuf. Et puis, il y a de l'occasion avec garantie. Oui. Que le concessionnaire révise totalement. Ça veut dire qu'il la remet à neuf. Cet argument d'être la ferraille de déchetterie ne tient pas vraiment route. C'est surtout pour protéger les potes. Donc voilà, c'est pour revenir à cette captation de la rente et des... voilà, après, je ne sais pas, il y a un problème... De chasse gardée, en fait. Chasse gardée, mais il y a cette volonté de l'État algérien, soi-disant, d'instaurer une industrie automobile. Donc,
Comme Mais si, réellement, même si il faut ça la pouvait mettre se en faire du jour au perspective. lendemain. Mais réellement, quand on voit le marché mondial de l'automobile, C'est une on récession voit totale. une concentration des grands constructeurs. Oui. Il faut savoir qu'un constructeur, moins de 4 millions de véhicules vendus, il est à perte. Ça, c'est Il n'est pas une viable. règle Sur il est le pas viable. à terme. Pour être rentable, il faut à partir de 4 millions de véhicules. Ça, c'est une règle connue dans le monde automobile. Tout à fait. Pour ça, il y a une concentration des constructeurs. On a vu l'alliance récemment Fiat PSA. On a vu Maintenant, dans le monde, il y a 4-5 grands constructeurs. L'alliance Renault-Nissan. Tout à fait. Voilà, tout à donc fait, Et qui il y en a sont pas dans beaucoup. une hein. logique de Il y a- concurrence, voilà. et d'amortissement. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a Toyota, il y a Volkswagen, il y a l'alliance Nissan Renault, il y a PSA Qui a Fiat. été remise en cause après l'affaire Donc Golf. Hyundai, il n'y en a pas beaucoup des constructeurs. Après, ils ont plusieurs marques. Voilà, la marque, c'est autre chose, parce que des fois, dans la même chaîne automobile, on construit le même véhicule, mais à la fin, il sort avec des marques différentes. Ça, Oui, c'est oui, normal. oui. Mais la construction en tant que telle, avoir une usine complètement à 100% fabriquée, ça n'a pas du sens économique Ça n'a pas de déjà. Ça n'a pas de sens, oui. Donc, dans la valeur marchande au niveau mondial, Il faut s'insérer voilà. dans le... Exactement. dans le- Brahim Younsi, sur cette histoire d'occasion, oui. Au-delà de l'histoire de l'occasion, je prends juste quelque chose. Je n'ai pas lu, moi, le journal officiel complètement, mais je me pose la question, est-ce que ces nouveaux concessionnaires agréés, ces 4+4, comme on va les appeler, et les autres à venir, est-ce que le cahier des charges a prévu l'origine des fonds, la traçabilité des fonds? Ça, c'est un, c'est-à-dire ce qui s'est passé au journal officiel ou pas, parce que qu'une bourgeoisie économique qui travaille depuis un siècle, qui peut justifier de cette fortune-là pour importer, je n'ai aucun souci. Mais que ce soit encore une fois, comme on l'a tous suggéré ici, des prête-noms, non. Est-ce que la traçabilité de l'argent, je ne parle pas des bilans des activités, etc. Est-ce qu'ils ont la surface Mais financière à part, pour être concessionnaire? Peugeot, Renault et les grosses firmes. Je parle des citoyens Mais algériens. des citoyens pardon. algériens, vous Ouais. pensez qu'il existe des Algériens richissimes qui peuvent vraiment justifier Oui. les actuels? Oui, dans Vous toutes pensez- les régions Vous d'Algérie. pensez qu'on peut devenir Et milliardaire en dollars en l'espace d'une dizaine d'années? Ah non, Parce qu'on a le monopole sur le sucre, ou parce qu'on a le monopole sur l'huile, ou parce qu'on a le monopole... Non, je ne parlais pas de ces personnes-là, monsieur. Je parlais de la bourgeoisie économique qui a un siècle de travail. Moi, je connais Mais des cette vingtaines, bourgeoisie une n'a pas trentaine- des milliards de dollars. Mais pas des C'est des milliards de petites dollars. bourgeoisies. On parle de la valeur dinar, qui- monsieur. quand vous prenez les Megillati de Batna, Oui, ça mais c'est des moi, je veux pas donner vieilles de nom bourgeoisies de- qui ont de familles construit, que je qui ont connais. investi. Mais il y a des familles qui peuvent justifier d'avoir, pouvant les insérer dans un processus normal. Mais ils n'ont pas des milliards de dollars, ces concessionnariat. gens-là. Mais je ne parlais pas de milliards de dollars, monsieur en monnaie Belchemouf. locale, en monnaie locale. En monnaie locale, c'est-à-dire c'est le produit d'activité, c'est ce qu'on appelle la véritable bourgeoisie économique, Économique, oui. à la différence de la bourgeoisie comprador, de celle dont Oui, vous oui, parlez. oui, Voilà. oui. Et à Brahim Batna, il y en a Younsi, beaucoup. sur cette voiture d'occasion, qui est cause humain, on voit bien qu'ils ne veulent pas accepter parce que c'est un gros concurrent, le marché est un gros concurrent pour le marché du neuf. Le marché du neuf étant entre les mains d'une poignée de gens, en plus des firmes multinationales. Comment vous voyez cette problématique? Bien sûr, il y a de la rapine, évidemment. C'est la raison pour laquelle, Hamidi vient de le dire, il y a de la rapine. On refuse alors que les voitures, moi je ne suis pas spécialiste du tout de la chose, de moins de 3 ans est quasiment neuf. Et pour des raisons que vous avez tous Et les enjeux sont indiquées. colossaux, voilà. Oui, que vous avez tous indiqués. Mon problème à moi est beaucoup plus profond que cela sur la question automobile. Nous savons pertinemment que, parce qu'on a parlé de ferraille, on a parlé, etc., même neuve, même l'importation de voitures neuves, nous importons de la ferraille. Oui. Nous importons de la ferraille. Nous sommes en train, sauf qu'on avait essayé d'introduire... C'est énorme. Alors, non, dans les années 70, les industries industrialisantes, que sont-elles devenues? Elles sont inexistantes. Oui. Aujourd'hui, l'ensemble du monde développé est passé à une autre phase De développement. de développement Tout à fait. et le rejet du moteur à explosion. Nous sommes en train, alors que Hamidi l'a dit tout à l'heure, nous consommons 2 fois plus de carburant que les années précédentes.
la pollution, l'écologie, etc. L'impact, oui, l'impact sur l'environnement. Alors que d'autres, l'Europe est en train de passer à la voiture électrique, et à d'autres modes de construction des moteurs. Oui. Améliorer tout simplement les transports publics, c'est-à-dire la mobilité et des gens. ce n'est tout pas simplement. par hasard. Les gens qui se disent, oui, le Maroc, on lui a implanté une usine qui produit des milliers d'emplois. Hein? C'est pas du tout un bon exemple, le Maroc. Oui, voilà. C'est un danger, tu parles. C'est un danger mortel. Pourquoi, Oui, à tous les points de vue. point de vue. À tous les points de vue. Ça, c'est... Alors que nous, déjà à l'époque, nous pouvions, sur le plan industriel, faire l'économie de l'industrie. Parce que nous savions déjà, dans les années 70, que la cybernétique commençait à se développer. Oui. Que nous pouvions passer cette phase-là. La phase industrielle est totalement dépassée. Et elle est totalement dépassée. Et il faut absolument passer aujourd'hui à cette nouvelle économie, à cette économie de la connaissance, et surtout concernant, je pense que la décision qui a été prise n'est pas une décision économique, c'est une décision politique. Et puis moi je trouve aussi que la mise en perspective, c'est pas simplement passer à ce que tu disais, Brahim, c'est qu'en phase intermédiaire, et je parle sous contrôle de Wahab sur ces grosses questions économiques, c'est que nous aurions pu être les sous-traitants de toute l'Europe. Oui. Sur la façade maritime, en créant 2-3 aéroports. Oui, ça c'est un autre. Oui, mais non, c'est-à-dire il faut lier ça au développement, parce que tu parlais d'industrie. Oui. On aurait pu faire de la sous-traitance, et là on aurait terriblement réussi, parce qu'on a une jeunesse qui est formée. On aurait pu devenir une autre Corée du Sud. Je ne dis pas Corée du Sud, parce qu'Ibrahim a évoqué l'histoire de recherche et développement, mais moi je me dis que si nous étions rentrés dans la sous-traitance, même si c'était une sous-traitance qui ne serait pas technologiquement pointue, ne serait-ce que dans les textiles, que serait-ce que dans le montage des... La Turquie, elle a commencé comment à monter la Tunisie, le Maroc. Un peu moins, mais la Tunisie, les exportations tunisiennes, c'est la sous-traitance, surtout dans le monde automobile. Parce qu'il ne faut pas voir le Maroc sous-traite Airbus. De la valeur ajoutée au niveau mondial. Il ne faut pas voir la construction, il faut produire le véhicule en entier. Et ça, le rétroviseur, le boulon du pare-choc. Mais ça, tu connais ça mieux que moi. Oui. Parce que le capitalisme mondial a fait que certaines fonctions sont allés en Tunisie, sont allés au Maroc, etc., etc. Parce que le capitalisme s'est réorganisé. C'est ça aussi la question. Juste pour expliquer pour le cas marocain. Et après, j'aurais 2 questions pour vous. Parce que généralement, j'entends comme ça, quand on parle, on donne souvent le cas du Maroc par rapport à le Tanger. Tu parles du port ou tu parles de l'industrie autour de Tanger? Le projet de Renault, Tanger même. Oui, Tanger. En fait, le Maroc, Tanger, c'est une zone franche. C'est un hub pratiquement. Un hub, zone franche, donc le Renault ne paye aucune taxe pour. En fait, c'est juste pour visser les vis. Enfin, les boulons. En fait, c'est ce qu'on ne veut pas faire en Europe, parce que l'industrie automobile, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Je ne sais pas si vous avez peut-être un jour visité une vraie usine en France. Quand vous rentrez, il y a 10 salariés. Tout est automatisé. Il n'y a que des robots. Oui. Il y a que des robots. Oui. Donc la valeur ajoutée réelle, c'est dans la R&D. Parce que le deuxième, c'est aussi pour les voitures du futur. Monsieur Younsi, pas Tounsi. Monsieur Younsi. Donc par rapport à cette valeur ajoutée, donc elle n'est plus dans le vissage des boulons. Donc c'est autre chose. Donc c'est eux, les Européens, pour revenir à ce que disait Younsi, à cette notion du capitalisme mondial, pour eux le plus important, c'est la recherche, c'est la R&D. C'est le plus recherche important. Et développement, évidemment. C'est ce qu'ils veulent garder. Et d'ailleurs, je vais faire une petite extrapolation. Dans le rachat de Brandt par Civital. Oui. En fait, quand il y a eu Brandt était en difficulté financière, il y a eu plusieurs acheteurs qui sont venus. Pourquoi on l'a vendu à Civital? Parce que Civital, c'était le seul repreneur qui a absorbé. Qui a mis dans le projet de garder la partie R&D, parce que Brandt, c'est l'un des plus grands industries dans l'électroménager qui a des brevets. Donc, ils ont gardé, Civital a gardé toute la partie R&D, la direction sociale en France. Et le reste, ils ont dit, voilà, on va le mettre en Algérie. Ils l'ont mis à Sétif. C'est pour ça qu'ils ont... C'est jamais simple, en fait. Il y a toujours des choses. C'est un projet politique, d'ailleurs. C'est pour ça que Hollande, à l'époque, ils ont donné la vente pour Civital. Oui. Parce que les Européens,
La seule chose qu'ils ils ont peur de ça, c'est La recherche de- R&D. la recherche. Ils voient le loin. brevet. Alors, Voilà, c'est ça. deux questions que je voulais vous poser. La première est, au lieu de, à un moment où nous sommes vraiment, qui m'ont dit à la jante, nous sommes crevés, tous les pneus sont crevés, nous roulons sur la jante. Oui. Il aurait fallu imaginer autre chose, par exemple développer le transport en commun. Ben oui, exactement. Qui aurait pu, qui Le aurait rail. pu créer de l'emploi, permettre la construction de nouvelles routes, faciliter la vie aux citoyens, Exactement. à tout le monde, sans exception. Il ne faut pas avoir de l'argent pour pouvoir rouler. Et la deuxième question que je voulais vous poser est, est-ce que nous pouvons nous permettre de telles folies à un moment où nous sommes en train de réduire l'ardoise alimentaire, l'ardoise pharmaceutique, les budgets d'équipement? À votre avis? En Algérie, la voiture, en fait, on achète une voiture par nécessité. Parce qu'en Europe, on partit pour du loisir. La voiture en Europe, c'est pour le week-end. Oui. Généralement, c'est à part dans la ou alors, campagne, oui. aller au boulot quand on Mais en travaille en Algérie, banlieue. Oui, tout à fait. Travailler à 30 km, à 20 km de chez soi, il faut avoir une voiture. Pour aller acheter du pain à la boulangerie d'à côté, on prend la voiture. Parce qu'il n'y a pas les moyens de transport. Donc, on a Oui, ce absolument. choix. D'ailleurs, à Alger, quand il y a eu l'ouverture de métro, il y a beaucoup de gens qui ont vendu les voitures, les gens qui habitaient au périph' de métro. Absolument. Donc, vous voyez que les choix qui ont été faits par l'État algérien, c'était pas des choix rationnels par rapport à... D'ailleurs, à Alger, quand on prend la voiture, pour 3-4 km, des fois, on met 1 heure, 2 heures. Absolument. Donc, Tellement, pas beaucoup de routes, des routes en mauvais état, Donc, voilà. beaucoup de circulation. Donc voilà, ça c'est des choix de Tout à politique fait. publique. Et le deuxième, pour la deuxième question, après je vais laisser ouais. par rapport aux priorités. Je pense on a le marché des hydrocarbures, on a vu qu'il a baissé. Les revenus en devises commencent à tarir. Donc si on exporte moins, le marché n'est pas porteur. Donc, Ça veut dire voilà, que les recettes fiscales liées à l'importation vont faire augmenter le... Non, en fait, c'est qu'il faut faire des choix plus pour investir que d'importer du véhicule. Ah bah voilà, c'est très Par simple. exemple, je vous donne un exemple tout clair et je voudrais qu'on en débatte. Ils ont supprimé beaucoup de projets de tramway. Oui. Hein, c'est énormément, dans Énormément, plusieurs wilayas. oui. Ils ont Par manque de supprimé. financement. Par manque de financement. Ils ont dit, bon, on voulait faire du métro dans telle ville, du tramway, mais maintenant il n'y a plus d'argent, on est obligé, parce que les budgets d'équipement, généralement, leurs répercussions ne se voient pas tout de suite. Exactement. C'est des Donc long ils terme. utilisent... or, est-ce que cet argent qui va être dépensé pour acheter des voitures neuves aux Occidentaux, généralement, est-ce que ça n'aurait pas pu servir à faire des tramways, des métros, Oui, ça aurait pu. Oui, ça aurait Bien pu, sûr, ça aurait oui, pu. à, même, à valeur égale? Oui. D'ailleurs, même par rapport à l'industrie du tramway, il y a eu toute une micro-industrie qui a commencé à se créer autour... parce qu'en fait, il y a eu une joint venture qui a été C'était créée... Alstom, non? Alstom, oui, qui a été créée à Annaba. Et il y a eu toute une industrie qui a commencé à se créer. Et, du jour au lendemain, on décide d'arrêter d'investir dans ça. Ben, c'est regrettable. Ce que je voulais dire, parce qu'il faut qu'on passe au deuxième sujet, je pense. je pense. Ce que je voulais dire, c'est que quand il n'y a pas de mobilité, quand il n'y a pas des infrastructures routières, comment pouvez-vous envisager un seul instant un équilibre régional, un équilibre, je veux dire, un équilibre économique, régional, sans infrastructures routières et ferroviaires? Vous savez, il y a un concept, en Europe, maintenant, c'est les grosses régions. C'est la Catalogne, c'est la Bavière, c'est la Westphalie, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de rivalité entre les villes. Je ne parle pas des places financières, Londres, Paris, New York et compagnie. Il y a le concept de ville-monde qui doivent donner le là. Exactement. C'est toutes ces questions. Alors qu'on a les compétences, les jeunes qui peuvent réfléchir à ça tout de suite. Et c'est là où est le drame, en fait. Voilà, et j'aurais terminé. C'est une question même de la voiture. La question de la voiture, c'est une question de société et de projet de société. Oui, ouais, tout à fait. Oui, Je te rejoins c'est tout une à fait. question de société et de projet de société. Je suis en partie seulement d'accord avec toi sur le fait que c'est vrai que certains ont vendu leur voiture parce qu'ils sont dans la proximité. D'autres ont besoin peut-être de la voiture pour pouvoir se déplacer. Jamel a dit que certains vont aller acheter leur pain à côté avec leur voiture, ce qui est également vrai.
Mais notre jeunesse s'identifie aussi à la voiture. C'est culturel. Et voilà. C'est un élément de liberté. C'est un statut. Voilà. C'est un statut. C'est ça. Brahim l'a dit en une phrase quand il a parlé de culture au début. Absolument. Ah oui, oui, C'est oui. ça. La culture automobile, Voilà. c'est un statut social. C'est ça le projet de société. Oui. Quelle société voulons-nous? Oui, Tout à fait. Nous sommes entrés dans une société de surconsommation chez nous. C'est du consommérisme à fond. Alors, absolument. Alors que nous ne produisons pas. Exactement. C'est une question fondamentale. Et je vous rappelle, Nous Brahim mangeons ce que nous ne produisons. Là, je vous rappelle que quand la rente est tombée dans le giron des Bouteflika, ils sont mis à importer en millions de véhicules. Ils ont ordonné aux banques de prêter de l'argent aux consommateurs, aux citoyens, même s'ils n'étaient ni solvables ni crédibles, pour pouvoir acheter leur toc, Oui, tout à fait. pour pouvoir écouler leurs marchandises, leurs camelotes. à Alors, fait. nous allons voir quelques images et nous finirons par un dernier tour de micro. D'abord, Dalila Touet, qu'il ne faut plus présenter, tous les Algériens la connaissent, la voilà. C'est une militante anti-régime en Algérie, en grève de la faim depuis le 3 janvier. Elle a été condamnée hier à 18 mois de prison ferme, pour de simples publications Facebook. Elle a été condamnée par le tribunal de Mostrenem. Dalila Touet est connue en tant que porte-parole des chômeurs à Mostrenem. Alors, nous allons écouter très vite sa mère, qui va nous dire quelques mots. هاي الوالدة تاع دليلة واختها هاي الوالدة تاعها راني ندير لايف اللي فيها كاين هاي وهذه شات سوا هاد الام وهي تبكي على بنتها شات سوا هاد الام ها هي تخدم عليها امها تخدم عليها سمعوا يا ولاد البلاد قلنا لي يا غي مين نجيب Nous allons écouter M. Farhat Taïtali. Monsieur Farhat. ما تسمحلوش في حقيقة أمر تجميل في المستقبل يعني المتوسط في المدى المتوسط ممكن أنه يعني تكون بالإصلاحات المالية والإصلاحات الاقتصادية يكونوا لغينا هذا منطق يعني ازدواجية السعر في العملة ولغينا قضينا على السوق الموازية يقدر الواحد يعني كبعض الاقتصادات الأخرى يفكر في استيراد يعني سيارات بالعملة الصعبة يعني بالسعر الرسمي في المستقبل المتوسط لمدة 3 سنين 4 سنين لما تكون الاقتصاد نتاعنا واقف على رجليه نقدروا نفكروا في هذا المنطق على هذيك ما تلغاش القانون خليناه إباء في المستقبل نلقاو له حل معقول. Alors, il est en train de dire nous pourrons nous permettre d'importer des véhicules quand notre économie aura été redressée. Or là, nous sommes sur la jante et il importe des véhicules. Et nous allons écouter la cerise sur le gâteau habituelle, Monsieur Chorfi, et après un dernier tour de micro. Monsieur Chorfi. إذا النمط الانتخابي إن شاء الله الجديد سيجعل من الشقارة اللي نتكلموا عليها دوك أنا نتكلموا عليها يعني برأس مرفوع لأن أصبحت مصطلح شعبي ماهوش مصطلح شعبي متداول يعني إن شاء الله الشقارة هذه إن شاء الله تصبح غير مفيدة لصاحبها سواء Voilà, Monsieur Chorvi qui nous parle de Shkara. Il connaît très bien, lui, la Shkara, puisqu'il est au milieu des élections et qu'il vit de ça. C'est son fonds de commerce. Il sait très bien comment ça se passe, comme si ces mesurettes allaient pouvoir mettre fin à tout un système. Je vous laisse en parler. Alors, pour la première mouture de la loi électorale, moi, personnellement, je la trouve désastreuse. Vous savez, quand on dit qu'il n'y a pas de tête de liste et que le citoyen va cocher son préféré, oui. D'abord, ça va décrédibiliser toute l'activité politique partisane, c'est-à-dire dans les appareils politiques. Parce que pour être candidat dans un appareil politique, il y a acte de candidature, il y a la commission communale qui statue, il y a la commission régionale qui statue et la commission nationale qui valide. De temps en temps, il y a des élections. Or, à partir du moment, il faut distinguer aussi, il faut que nous puissions rentrer en modernité, il y a les militants, il y a les sympathisants, il y a les électeurs. Généralement, pour l'APC, pour la commune, la ville où on est né, où on travaille,
Il faut une surface de contact, il faut, voilà, il y a la famille qui joue, il y a la surface de contact, il y a le côté populaire, il y a le côté associatif. À partir du moment où, une fois que les partis politiques ont validé leur liste, après on vote sur un programme. Mais quand vous mettez une quinzaine de listes, je prends une commune où il y aurait 15, 17, 18 élus, et que le maire sortirait... Les citoyens choisiront leur tête de liste. Oui. Ce ne sera pas le parti qui l'imposera. Et le tête de liste ne sortira pas automatiquement juste parce qu'il est tête de liste. Ah non, parce que là, vous vous enfreignez. Vous êtes citoyen, monsieur Benchenouf. Vous êtes citoyen. Moi, je suis militant politique. Mon parti me consacre tête de liste, ce que je fus à un moment. Mais vous avez envie de voter pour mon programme, pour les idées de mon parti, marahba, vous ne voulez pas de moi, vous ne votez pas. Mais je ne peux pas mettre la liste partisane où tout le monde peut convoquer, et c'est là où l'argent sale va revenir. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il y a des logiques d'appareil, ça c'est un. Deuxièmement, où c'est encore scandaleux, c'est quand on dit la parité homme-femme. Oui. Deux, qu'on mette maintenant tête de liste homme ou femme, et le deuxième, par interférence, en position éligible, il n'y a aucun souci. Cette histoire, si vous voulez, c'est heureusement. Mais c'est la parité homme-femme dans la candidature. Oui. C'est pas dans l'élection. Ça veut dire, vous pouvez avoir 50 femmes et 50 hommes. Oui. Mais à la fin, vous... oui, parce que le mode de scrutin, ce sera coché sur qui, sur quoi. Voilà. Imaginez à la fin, vous aurez 30 hommes et 2 femmes. Et dans les communes de moins de 20 000 habitants, on dit les femmes, ce serait pas... C'est discriminatoire pour les jeunes femmes. Moi, je me dis que cette mouture-là, moi j'ai fonctionné organiquement dans un parti, pour moi c'est scandaleux, ça c'est un. Pour les législatives, on parle de proportionnel intégral. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas revenir au scrutin uninominal à 2 tours, comme en 91 ? Brahimi aussi. Et juste pour terminer, quand on parle de la shkara, comment se fait-il que ni l'URND, ni ceux qui ont factuellement participé à cette shkara n'ont pas été interrogés par la justice, n'ont pas été condamnés et qu'on n'ait pas suspendu à titre conservatoire, je dis, leurs agréments et qui n'ont pas le droit de se présenter là. Et je terminerai par le dernier point quand il dit destruction des urnes. Vous savez ce qu'ils disent ? Oui. Alors, vous avez de 10 à 20 ans de prison, destruction d'une urne. Au moment où on parle de lingots, au moment où on parle de dizaines de milliers de dinars, un petit jeune qui serait exalté, qui peut-être avec un coup de poing par dépit, par sanguinité, parce qu'il en a marre, trouve une urne. 20 ans de prison. 20 ans de prison et 2,5 millions de dinars d'amende. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. C'est éducatif. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Franchement, ça me révolte. Voilà. Excusez-moi si j'étais un peu violent. Voilà. Violent ? Qu'est-ce que ce serait si vous avez vu les vrais violents, hein ? Ah ben tant mieux, ça me rassure. Sa violence, c'est une douceur. Brahim, êtes gentil. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces grimaces politiques, ces entourloupes ? C'est très juste, c'est des grimaces, c'est des espiègleries. Oui. Moi, je ne regarde pas la loi. C'est la réalité qui est importante dans le jeu politique chez nous. La loi n'est rien. Et vous venez de le dire. C'est qu'il y a le suffrage universel. Quand le suffrage universel s'exprime, on le bafoue. Oui. On annule. Oui. Donc il n'y a pas de suffrage universel. Quand il n'a pas lieu, comme le 12-12, il n'a pas lieu. Il y a eu un boycott massif. Non seulement on l'impose pour la forme, et puis le candidat qui est sorti de la casquette militaire vient nous dire « j'ai été le mieux élu depuis l'indépendance ». Voilà. C'est un deuxième scandale. Donc pas de suffrage universel, alors qu'il y a une volonté populaire. Et quand la volonté populaire s'exprime, on sait ce qui arrive. Et puis, s'agissant des partis, nous avons parlé un peu d'Ostrogoski, tous les deux. Et Ostrogoski parle des partis, c'est le premier politologue qui avait parlé des partis, et des partis américains notamment. Il dit que les partis, c'est des partis d'intérêt
personnel. Ils cherchent quoi? La croissance et bien sûr leurs intérêts. Jamais quasiment l'intérêt public. Jamais quasiment le public. Ils veulent avoir plus de voix, plus de suffrages, plus de sièges et plus de pouvoir, évidemment. Tout à fait. Mais il y a des partis honorables qui procèdent du développement, qui procèdent du progrès, du bien-être, de la richesse pour tout le pays. Bien entendu, mais fondamentalement, bien sûr qu'ils doivent rendre, et on en a parlé hier ou avant-hier, de ce lien de réciprocité ou du principe de réciprocité. Même sur le plan religieux, il y a ce principe, j'ai oublié de le dire hier, sur le principe de réciprocité. Les gens vont dire, je vais faire telle ou telle bonne action et Dieu va me donner des hasanat. Etc. Les partis sont dans le même esprit, absolument. Il n'est pas honteux de briguer le pouvoir, la responsabilité. Non, c'est pas ce que je dis. On veut servir les autres, servir sa nation. Dans un cadre, je suis d'accord, dans un cadre où les règles sont appliquées. Clairement établies. Où la transparence est appliquée. Et où les pouvoirs sont séparés. Voilà. Parce que les partis politiques, c'est quoi? Ils concourent à l'exercice de la démocratie. Absolument. Donc nos partis ils sollicitent la volonté populaire. Oui, mais justement, c'est l'exercice de la démocratie. Nos partis ne participent pas à l'exercice de la démocratie. Nos partis sont des rabatteurs, voilà. Parce que le pouvoir n'est pas démocratique. Absolument. C'est ça le problème. On participe à des élections sachant pertinemment que les élus, les vrais élus entre guillemets, sont déjà désignés. Absolument. C'est connu. Et voilà. Et néanmoins, on joue à ce jeu-là, c'est le jeu du pendu, quoi. Je ne le connais pas, il faudrait que vous m'expliquiez les règles. Une autre fois. Par rapport à cette question de parti politique, je pense que c'est l'évolution du régime en lui-même. Enfin, on était passé après 88 de la légitimité historique. Il fallait être dans le FLN pour briguer des postes, soit dans l'État, soit des représentations politiques, vers la légitimité électorale. Et cette légitimité, c'est ce qui a permis de construire la façade démocratique. Les réformes de 89. 89. Mais le régime, donc, il a maintenu cette ouverture, cette façade démocratique, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a vidé la substance du parti politique. La création du RND, c'était complètement l'aboutissement de vouloir substituer l'essence d'un parti politique. Donc, voilà, donc, ça, c'est... Papa, je n'ai pas lu la loi. Je suis un peu choqué de découvrir qu'il y a 20 ans de prison pour la destruction des urnes. C'est ce qui confirme qu'en 2020, l'Algérie a régressé en matière de liberté. On a adopté 2 lois. La loi 2005 qui incrimine le discours de haine sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que c'est sur cette base que la dame de Mostaganem a été condamnée. Donc ça, c'est vraiment une régression terrible. Absolument. Par rapport à la question de droit. Et par rapport à cette question de chauffer, je pense... Je reviens au discours de Bouteflika. C'est la lettre de Bouteflika du 11 mars 2019. Si on enlève la feuille de route, la conférence nationale, on va se retrouver dans tout ce qui a été fait par Tebboune. Donc, pour dire qu'il y a une continuité totale. Donc, j'invite les gens à revoir la lettre du 11 mars, enlever la conférence nationale inclusive qui était, après tout le reste, tous les points qui sont dans la lettre, on est en train de les vivre. Voilà. Donc, incroyable. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à tout ça. Et on l'a dit souvent, M. Benchenouf, vous l'avez souvent suggéré, c'est que quelle va être l'attitude du peuple algérien, ce peuple qui est en révolution, on va dire, bon, elle est un peu statique là maintenant, par rapport au principe même des élections, en ayant, si vous voulez, si on a le regard sur le rétroviseur, on a eu le 12-12, on a eu le référendum, le dispositif va être complété par les élections de mandat national des députés et les communales et les wilayales. Quelle va être l'attitude? Ça, c'est un. Comment peut-on aller aux élections sans avoir assaini le fichier électoral, sans se poser la question fondamentale du vote des corps constitués? Comment voulez-vous aller en démocratie? Comme ça, ce n'est pas possible. Le suffrage, comme vous le dites, il faut d'abord régler plein de soucis avant. C'est comment structurer le champ politique, comment structurer le champ social.
c'est toutes ces questions-là qui ne sont pas encore réglées. Elles ne peuvent être réglées, excusez-moi, M. Bichouf, ça me tient un petit peu à cœur. Elles ne peuvent être réglées que dans le cadre d'un processus constituant, d'une convention constitutionnelle, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Et en sous-bassement de cette question, quelle va être l'attitude? C'est là où on verra le maçon au pied du mur. L'attitude des partis politiques par rapport à ce dernier dispositif électoral. Il y en a beaucoup qui sont en train de taper à la porte. Il y en a beaucoup qui ont été sollicités. Parce que, comme je disais la dernière fois, ils n'ont plus de réserve, ces gens-là. Ah oui. Ils vont susciter des dizaines, pour ne pas dire des centaines de listes indépendants qui pourraient éventuellement constituer la prochaine majorité présidentielle au niveau de la députation. Ces questions-là doivent être posées par les politiques et ces élections doivent avoir lieu probablement en avril. Il serait temps à messieurs des partis politiques qu'une décision soit prise et que le peuple algérien soit témoin de votre déclaration ou de vos déclarations si vous n'êtes pas d'accord, afin que tout le monde puisse juger ce maçon au pied du mur. Ça, aller aux élections après tout ce que le peuple algérien vit, et nous venons de le voir avec Madame Touet. Dramatique. À partir du moment où les injustices se multiplient, c'est un pays qui fabrique les injustices. Et qui change de carapace. Totalement. Et il croit qu'en changeant de carapace, il peut tromper quelqu'un. À partir du moment où les injustices se multiplient, comme celle de Madame Touat, c'est scandaleux et plus que scandaleux. C'est révoltant. Sous d'autres cieux, il y aurait eu une révolte réelle. Une révolte réelle sur ce type d'injustice-là. Je sais qu'un garçon précieux, avec l'arrogance, ajoute le mépris. Ouais. Dis-le, ça me ferait plaisir. Le mépris et l'arrogance qui se conjuguent, c'est ce que dit Brahim. Excuse-moi de t'avoir interrompu. C'est terrible. Ça veut dire que, et on a vu, l'homme, nous le connaissons, nous venons de voir sa caricature, M. Charfi. Il nous dit carrément que les élections ne seront ni transparentes, ni démocratiques. Ni libres. Comme si c'était un grand mérite. Oui, mais c'est précisément que c'est toujours le régime. C'est toujours le régime de l'Ashkara qui se perpétue. Le fait d'en avoir parlé, parce qu'il l'a dans son inconscient. Parce qu'ils ne peuvent être que dans... Comment peut-il le supprimer? À partir du moment où il s'attaque aux petites gens, et il n'y a que les petites gens qui sont condamnés, ou leurs adversaires qui reviennent par la fenêtre. Par la fenêtre, par les comités qui accordent des concessions automobiles. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la même nature, à la fois des gens et du système. Moi, j'ai bien aimé le rappel de Wahab Hamidi au sujet des réformes de 89. Oui. Après le sursaut de 88, ils nous ont piégés d'une façon magistrale. Tout ce qu'ils nous ont donné était miné, était piégé. Oui. Ils nous ont donné une fausse presse. Ils ont pris la même presse, leur presse, qu'ils ont logée, qu'ils ont financée, et ils en ont fait une presse domestiquée. À leurs ordres. Ils nous ont créé des faux partis. Ils nous ont créé de faux syndicats, ils nous ont tout créé de faux et on y a cru et on s'est laissé faire. Si j'ose dire. Ouais. Mais celui qui a fait ça, il faut le dire. Oui. Moi, j'ai du respect pour lui. Oui, oui. Hein, Hamarouche. Oui. J'ai du respect pour lui. Oui, oui. Mais bon... il n'était pas le seul à la manœuvre. Non. C'était le technicien. Non, mais c'est toujours les techniciens. C'était pas l'architecte, ça venait des labos. Voilà. Mais c'est toujours... Tout le monde retient ça. Que Hamrouche, c'est le père de la presse indépendante. Oui, donc, il faut qu'il assume cela et qu'il assume le côté négatif de la chose. Tu as bien connu Boumouziane, que moi j'ai eu à oui, bien sûr. Je me permets. Moi, je rejoins M. Benchenouf. C'est rare, je le dis. C'est pour ça que je vous laisse parler en dehors du temps. Vous êtes... Idil Nour, merci beaucoup. Je vous en prie. Brahim aussi, merci beaucoup. Wahab Hamidi, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bra la khair, bislama.